bonjour à tous, bienvenue, puis merci de nous avoir rejoints ce matin. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé, puis je pense que tout le monde a un peu hâte de reprendre ses activités. Donc, avec l'équipe du réseau, on souhaitait vraiment vous proposer une série de 2 webinaires sur le thème préparer l'après-Covid. Et puis le webinaire d'aujourd'hui, donc il est destiné à la gestion de la reprise de l'activité post-Covid-19. Juste, on va vous inviter aussi à suivre le prochain webinaire qui aura lieu le 15 mai, donc vendredi prochain. Ce webinaire, donc, il va porter sur la compréhension du stress post-Covid. Et puis, on va essayer de vous outiller sur les interventions possibles que vous pourrez avoir auprès de votre clientèle. Et juste, sachez qu'il sera assuré par un conseiller mental, un conseiller en santé mentale du centre de santé communautaire Hamilton Niagara. Donc, n'hésitez pas aussi à vous inscrire à celui-ci. Donc, comme Nabila l'a précisé, le webinaire d'aujourd'hui se découpe en 3 sections. Et puis, n'hésitez pas à poser vos questions à la fin de chaque section. S'il veut bien passer au slide suivant. Passe pas au slide. Ouais, c'est bon. OK. Donc, la première chose sur laquelle on souhaitait vraiment mettre l'emphase aujourd'hui, c'est qu'on sait que chaque organisme et puis chaque individu est en train de vivre ce confinement différemment. Donc, on sait que certains organismes ont pu avancer sur des dossiers et puis on sait que d'autres ont vraiment ralenti leur activité de manière considérable. On sait que cette situation est là, puis elle va continuer à générer un stress, qu'il soit conscient ou inconscient, et ça, quel que soit le poste que vous occupez ou quel que soit le secteur dans lequel vous exercez. Donc, il y a 2 idées dans un premier temps qui sont à retenir, qui sont certes vraiment basiques, mais que vous ne devez pas oublier. La première chose, c'est déculpabilisez-vous. Vraiment, ce sont des facteurs extérieurs qui sont à l'origine de la situation. Donc, ne vous sentez pas coupable de l'impact qui en découle, notamment par rapport au fait que vous ayez pu prendre du retard sur vos activités. Et la deuxième chose, c'est ne cherchez pas à rattraper le temps perdu. Généralement, quand il y a des trous comme ça un petit peu dans la raquette, on va essayer de rattraper le maximum, mais gardez en tête que c'est vraiment source d'un mauvais stress, et qui dit mauvais stress, souvent c'est source d'inefficacité. Mais en revanche, et puis c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, vous allez pouvoir vous préparer de manière efficace à la reprise des activités avec 3 actions concrètes. La première, c'est assurer la gestion de vos priorités. La deuxième, c'est rassurer et redynamiser votre équipe. Et la troisième, c'est assurer la résilience organisationnelle de votre organisme. Donc concrètement aujourd'hui, on va essayer de vous donner des outils concrets pour vous aider. Et puis, si vous avez besoin d'être accompagné un peu plus loin, ce sont des choses qu'on pourra voir ensemble, par exemple, au sein des CLIF. Alors, dans un premier temps, on va voir comment gérer les priorités. Donc, on sait que pendant cette période de confinement, il y a des projets qui ont été reportés et que l'activité normale n'a pas pu se faire. Donc, il y a vraiment un grand nombre de tâches qui ont probablement pris du retard. Donc, quand on parle de la gestion des priorités, on parle avant tout de la gestion du temps et de l'organisation. Donc aujourd'hui, on a souhaité vous proposer un outil qui est assez simple d'utilisation, qui est la matrice d'Eisenhower. Donc cette matrice, vous la connaissez peut-être, vous avez peut-être entendu parler de celle-ci. Elle permet de prioriser de manière assez facile et de manière efficace. Et pour ça, on utilise 2 axes. D'abord, il y a l'axe de l'importance et ensuite l'urgence. Donc l'importance, ce sont les tâches qui vont vous permettre d'avancer. Concrètement, le fait de réaliser ou non ces tâches, ça a un impact sur des éléments. Et ensuite, vous avez la notion d'urgence qui fait référence aux tâches qui nécessitent votre attention immédiate. Alors, cette matrice, elle se présente comme ça. C'est une matrice à 4 cadrans. Donc, dans le cadran numéro 1, vous allez y mettre les tâches vraiment importantes et urgentes qui seront à traiter en priorité. Donc, je vais vous donner quelques exemples pour que ce soit plus concret. Ça peut être des tâches, par exemple, qui requièrent une attention ou une action vraiment ultra rapide, voire immédiate de votre part.
Ça pourrait être, par exemple, un client qui n'a pas pu être pris en charge pendant cette période de confinement. Donc là, c'est à traiter en urgence au moment de la reprise. Ça peut être des éléments qui ont un impact sur vos objectifs. Ça peut être des éléments qui ont des conséquences directes sur l'avancée d'un projet. J'ai entendu beaucoup lors de certaines réunions avec les CLIF, par exemple, on n'a pas pu employer, on avait prévu l'embauche d'un salarié, on n'a pas pu le faire. Donc là, ça sera bien sûr une tâche à faire de suite. Ça peut être l'achat de locaux, ça aussi, c'est des choses que j'ai entendues. Ça peut être aussi un problème à résoudre de manière urgente, par exemple un conflit avec un collaborateur par rapport à son anxiété. Et puis, ça peut être des appels, des courriels importants que vous n'avez pas pu traiter pendant le confinement et puis qui doivent être traités rapidement. Donc, souvenez-vous, tout ce qui est dans cette case-là, que vous arrivez à mettre dans cette case-là, ça doit être traité en priorité. Ensuite, vous avez le cadran numéro 2, et là, ça va être les tâches importantes mais non urgentes. Alors, celles-ci, vous allez essayer de les planifier. Donc, cette partie-là, les tâches, elles sont importantes, mais le degré d'urgence, il est vraiment inférieur à celles qui sont positionnées dans le cadran numéro 1. Donc, ça peut être, par exemple, des missions qui n'ont pas d'échéance proche, mais qui ont quand même un degré d'importance, que ce soit pour vous, pour votre équipe, pour vos clients, pour votre organisme. Donc, ce sont des éléments à planifier sur les semaines ou les mois à venir. Ça peut être des éléments comme par exemple de la veille stratégique, ça peut être vos plans d'action, ça peut être un projet, ça peut être aussi penser à tout ce qui est formation, coaching. Donc, tous ces éléments-là, même s'ils sont importants, juste planifiez-les sur les semaines ou sur les mois à venir. Ensuite, vous avez le cadran numéro 3. Et là, ce sont les tâches qui ne sont pas importantes, mais qui sont urgentes. Et dans la mesure du possible, ces tâches-là, il va falloir essayer de les déléguer. Ici, on met vraiment tous les éléments un peu perturbateurs, entre guillemets. Donc, ils nécessitent une attention immédiate, mais ils n'ont pas d'impact sur votre travail. Ça peut être, par exemple, le traitement de certains appels téléphoniques, certains mails, certains messages. Ça peut être aussi des demandes de collaborateurs, de certains collègues, ça peut être des demandes de prestataires. L'information n'est pas urgente, ça peut être un coup de main, ça n'a pas d'impact sur votre travail. Et puis, ça n'a pas d'impact sur l'avancée de votre travail. Donc, si possible, à déléguer et gardez toujours en tête que l'importance va primer sur le caractère d'urgence. Et puis enfin, dans le cadran numéro 4, là, vous allez y mettre les tâches qui ne sont ni importantes ni urgentes et qui seront à abandonner. Donc, dans cette dernière case, c'est un peu tous les éléments parasites et inutiles que vous devez abandonner de manière à être plus efficace. Ça peut être, par exemple, des habitudes improductives, comme le fait de relever ses mails 30 fois par jour. Ça arrive, moi-même, par exemple, je le fais, donc on perd du temps, on perd de l'énergie. Ça peut être des distractions qui vous empêchent d'avancer efficacement, comme des petites recherches sur Internet, des notifications intempestives. Je pense avec tous les outils collaboratifs qui se mettent en place dernièrement, comme les Slack ou Teams. Donc là, vous avez des notifications qui arrivent à tout bout de champ. Donc, si on peut essayer d'abandonner ces petites tâches, ces petits éléments perturbateurs, il faut le faire. Ça peut être aussi des hésitations, donc là on perd du temps à voir si on va choisir ça ou ça. Et puis ça peut être des ruminations quant à des éléments sur lesquels vous n'avez aucune prise. Donc n'oubliez pas dans cette case-là, dans ce cadran-là, à abandonner le maximum. Donc pour conclure sur cette matrice, la matrice Eisenhower, elle n'est pas parfaite. Elle peut être vraiment aussi difficile à utiliser de manière efficace et pertinente, mais au moins elle a le mérite de nous faire prendre du recul un peu par rapport à notre temps. Donc, elle peut aussi nous faire avoir une prise de conscience sur l'état de notre stress et puis sur notre façon d'appréhender l'urgence, qui est parfois, comme vous le voyez, un peu relative. Donc, je vous invite vraiment à l'utiliser, peut-être à la compléter dès maintenant. Essayez de visualiser les tâches que vous allez avoir à faire ou à planifier. Et puis, n'hésitez pas à partager cet outil avec vos collaborateurs. C'est vraiment un outil de performance. Donc, voilà pour cette première partie. Est-ce que vous avez des questions et est-ce que c'est assez clair ?
Oui, c'est clair. Ok. Juste laisser un peu de temps si vous avez des questions à mettre dans le chat. Ou n'hésitez pas à prendre la parole. Pas de questions? Ok. Question, Émilie. Oui. Juste, est-ce que ta présentation, enfin la présentation va être Oh, c'est en train d'être enregistré. Super, c'est bon. C'est enregistré et puis je vais partager on partagera le PowerPoint sans souci. Ouais, j'aime beaucoup la matrice d'Eisenhower. Comme tu dis, ça permet de prendre du recul et quel que soit le niveau où on est, on n'a pas forcément besoin d'être dans un poste de gestionnaire ou de direction. Exactement. Même dans notre poste d'intervenante, quel que soit, ça peut nous permettre de mieux organiser notre travail et de même savoir qu'est-ce qu'on fait. Parce que des fois, on fait tellement de choses et quand on nous demande, mais qu'est-ce qu'on fait? On est, oh, OK, voilà, en fin de journée, mais on a fait beaucoup, beaucoup de choses, mais pas forcément capable d'identifier exactement tout ce qu'on fait, nos responsabilités, etc. Donc, exactement. Et ça permet aussi de justifier parfois le fait que on peut abandonner des tâches. Ça permet aussi de justifier par rapport à son manager, par exemple, que bah, voilà, on a essayé de prioriser ça et voilà pourquoi j'ai priorisé ça. Et en revanche, cet élément-là, bah, je l'ai mis à ce niveau-là. À tous les niveaux, en fait, cette matrice, elle est utile. Mais il faut prendre le temps de la faire, mais ça peut vraiment aller assez vite à partir du moment où… Et puis, les choses peuvent évoluer aussi. Hein, on peut mettre quelque chose dans une matrice et puis on peut à un moment la faire évoluer parce qu'il y a un élément nouveau qui est intervenu. Donc, n'hésitez pas. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à la deuxième partie qui est le fait de retrouver une équipe sereine. Donc, on sait que pour gérer la reprise de votre activité, il va falloir également penser à la sérénité de l'équipe et donc au fait de la rassurer et de la redynamiser. Donc, professionnellement parlant, on est vraiment en train de vivre une période de confinement qui n'a pas été choisie. Donc, gardez en tête que ça a été un isolement vraiment brutal, quasiment pour tout le monde, qui s'est fait très rapidement et sans préparation. C'est une période de télétravail ou de mise à pied qui n'a pas été prévue et puis en plus qui s'étale dans le temps. Donc, c'est certain que cette période, elle va laisser une empreinte chez certains collaborateurs. Autrement dit, on sait que ça va pouvoir entraîner des pertes de repères significatives pour certaines personnes et donc générer des émotions. Donc, ça s'adresse un peu plus aux managers, mais ça peut aussi s'observer au sein des équipes. Vous allez peut-être observer des comportements inhabituels, comme par exemple de la colère, de la peur, de la tristesse. Vous allez peut-être observer aussi de l'inquiétude, ça peut être de la culpabilité, de la fatigue, du stress, de l'irritabilité. Ça peut être aussi une baisse de motivation ou de la gêne. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'au moment de la reprise du travail, globalement, il y a un sentiment d'anxiété de la part des collaborateurs qui va se faire ressentir. Donc, après cette période de rupture, les collaborateurs, donc nous tous, on va devoir réintégrer un rythme de travail qui va être imposé par l'employeur et par les managers. Donc, notamment, penser qu'on va devoir respecter les horaires et le lieu de travail, mais aussi les collectifs de travail. En tant qu'employé ou manager, en tant que collaborateur, on va devoir aussi retrouver un équilibre entre notre vie privée et vie professionnelle. On sait que pendant cette période de confinement, ce sont deux mondes qui se sont plus ou moins mélangés. Et puis, on va devoir réintégrer les temps de déplacement à notre quotidien. Gardez aussi en tête que le collaborateur, il peut aussi faire face à une incertitude socio-économique. Donc, est-ce que mon emploi, finalement, il va être maintenu sur le long terme? Est-ce qu'il ne va pas y avoir des coupures budgétaires? Et puis, on va devoir aussi retourner au travail pour atteindre des objectifs individuels et une performance collective. Donc, ce qui est sûr, et c'est là où je veux en venir, c'est qu'on va voir émerger certains nouveaux besoins et que vous allez devoir prendre en compte ces nouveaux besoins en tant que manager, en tout cas. Donc, les premiers besoins qui peuvent réapparaître, c'est un besoin de reconnaissance sur le travail qui a été réalisé à la maison et qui a été engagé en temps de crise. Donc, on sait que certains
d'entre vous, d'entre nous, ont été sursollicités. Donc, on a eu plein d'appels téléphoniques, il y a eu des visioconférences, on est passé à plusieurs réunions par semaine. Il a fallu aussi qu'on se réorganise de manière urgente, qu'on repense nos activités, qu'on fasse appel à notre créativité, qu'on se forme sur des outils qu'on ne connaissait pas forcément avant. Je pense à Zoom, par exemple. Et puis, toutes nos habitudes ont été bousculées. Donc, tous ces éléments font que certains collaborateurs vont vraiment ressentir le besoin que le travail qui a été fait pendant ce confinement soit valorisé. Le deuxième nouveau besoin qui peut émerger, c'est le fait de prendre en compte l'autonomie qui a été acquise pendant cette période, que ce soit en termes d'organisation du temps de travail, de la gestion des missions ou des latitudes décisionnelles que les collaborateurs ont pu avoir. Le troisième besoin qui peut ressortir, c'est le besoin d'intégrer de nouvelles façons de travailler et de valoriser les acquis de cette période. Je pense par exemple au télétravail, mais aussi par exemple à des réunions qui ont pu, par exemple, être plus courtes pendant le confinement, mais aussi plus efficaces. Et puis un dernier point, pensez aussi qu'il y a pu avoir un déficit relationnel, malgré tout ce qu'on a essayé de mettre en place, mais ce déficit relationnel, il a pu se construire pendant ces semaines. Et puis du coup, il va contribuer à baisser le sentiment d'appartenance à une équipe. Et puis ça peut avoir un impact sur l'engagement du collaborateur au moment du retour. Donc, votre équipe, elle va avoir besoin d'être rassurée et puis également d'être redynamisée. Et puis pour ça, je vais vous donner quelques pistes d'action très concrètes. Donc d'abord, pour rassurer son équipe, j'ai 4 petits points. Pensez dans un premier temps à organiser une rencontre de reprise ou un espace de discussion. Vous y avez peut-être sûrement pensé. En termes d'organisation, juste prenez le temps de donner la parole à chacun, que ce soit pour libérer les tensions, pour pouvoir passer à autre chose. N'hésitez pas à donner des explications à ce moment-là, par exemple sur des décisions qui ont été prises et puis qui auraient pu donner sujet à controverse. Expliquer pourquoi vous avez pris de telles décisions et puis essayer de prendre les devants sur les questions qui pourraient arriver. Donner des explications aussi à ce moment-là sur les futures mesures mises en place pour les clients. Même si vous avez déjà, ou vous allez le faire par mail, le faire de vive voix, ça permet toujours de rassurer, ça permet toujours de ramener un peu d'humain, surtout dans cette période de confinement qui a été longue. Donc, prenez le temps de rassembler les gens et puis de donner cet espace de discussion. La deuxième chose pour assurer son équipe, vous pouvez proposer un accompagnement individuel pour les personnes en difficulté. Là, vraiment, il s'agit de prendre en compte les situations individuelles, prendre en compte l'état de fatigue, l'état de stress de chacun. La troisième chose, vous pouvez aussi faire des questionnaires à la reprise, mais aussi régulièrement pour savoir comment les collaborateurs se sentent et puis comment ça évolue dans le temps en fait. Donc ne pensez pas, on va faire une réunion de reprise et puis tout va aller pour le mieux du monde et puis ça va repartir comme avant. On sait que la situation, elle a bousculé beaucoup de choses et puis il n'est pas dit que tout revienne à la normale pour tout le monde et surtout en même temps. Donc ces petits questionnaires étalés dans le temps, ça vous permet vraiment de jauger comment ça va et puis du coup de réajuster. Et puis la dernière chose, pensez également, prenez le temps de manager les émotions. On sait que les émotions, c'est des sources de blocage, ça bloque l'énergie. Donc, un collaborateur, par exemple, qui n'arrive pas à gérer tous ses dossiers en retard et qui rumine, prenez le temps de l'écouter, laissez la place à la communication et puis proposez-lui des solutions. Ça peut être, par exemple, justement, lui proposant la matrice d'Eisenhower qu'on a vue tout à l'heure. Donc, laissez la place à la discussion et puis rassurez en gérant les émotions. Ensuite, pensez à redynamiser votre équipe. Et là, j'ai plusieurs outils à vous donner. La première chose, c'est d'abord de cartographier les acquis et les valoriser. Donc, par exemple, un collaborateur qui a été amené à prendre en charge un nouveau projet, si ça s'est bien passé, pourquoi ne pas réitérer a posteriori ce genre d'action? Pourquoi pas l'intégrer dans sa fiche de poste? Ça pourrait être une bonne solution. Ensuite, pour créer de l'énergie pour vos collaborateurs au lieu d'en consommer, ça peut être gérer certaines priorités. Donc, on peut très bien imaginer qu'on réduise le nombre de contrôles ou de reporting que vous demandez.
Par exemple, si vous aviez l'habitude de demander des rapports toutes les semaines, eh ben, pourquoi pas, sans les annuler, pourquoi pas passer à un rapport tous les 15 jours. On va réduire un petit peu l'énergie passée à faire ces rapports et puis du coup, les collaborateurs vont pouvoir se focaliser sur des choses plus importantes, même si les rapports restent importants. Ça peut être aussi réduire le nombre de projets un peu tous azimuts que vous avez et puis aider les collaborateurs à se recentrer sur un nombre un peu moins grand de projets. Et puis la dernière chose sur laquelle je voulais insister, c'est le fait de retravailler le collectif pour un meilleur sentiment d'appartenance. Donc, comme je l'ai dit un peu plus tôt, le fait d'avoir été isolé, ça a pu contribuer à faire baisser le sentiment d'appartenance. Donc, n'hésitez pas, par exemple, à instaurer certains rituels avec des points réguliers de groupe. Ça va permettre de fédérer le collectif. N'hésitez pas à garder certains gains qui ont été justement gagnés pendant le confinement. Toute la dynamique qui a pu se faire avec des petits challenges qui ont été faits entre les équipes, des partages de photos. Donc, n'hésitez pas à garder ça. Et puis, la dernière chose, c'est n'abandonnez pas les team building. Juste essayer de les repenser peut-être. Au lieu de faire sur une journée, on peut peut-être faire 1 heure ou 2, des petits challenges, mais les team building, c'est vraiment important. Donc, même si on ne peut plus faire ça en grand nombre pour le moment et puis peut-être dans les mois à venir, n'abandonnez pas ça. Donc, voilà pour la partie qui concerne une équipe sereine. Est-ce que vous avez des questions? Émilie? Oui. Il y a un commentaire de Didier dans le chat qui parle de planification. C'est là ce que je lis, il dit que déjà, il y a un problème de planification qui est lié à l'incertitude. Incertitude du fait de l'isolement, incertitude quant à la reprise, à l'ouverture des écoles, et cela rend très difficile leur capacité à se contrôler parce qu'ils ne peuvent pas prévoir, ils ne peuvent pas planifier. Oui. Oui, ben, c'est une bonne remarque, effectivement. C'est difficile de planifier. Maintenant, il y a des choses, effectivement, qu'on va pouvoir planifier. Donc, autant essayer de le faire maintenant. Je sais que, oui, on est dans l'incertitude. Pensez aussi que ça a un impact au niveau des équipes, c'est sûr. Donc, j'ai pas de solution pour ça parce qu'on est tous au même niveau. C'est une remarque, effectivement, qui est pertinente. Et on sait aussi que plus on va avancer dans le temps, plus ces certitudes, elles vont se dissiper. Donc voilà, au fur et à mesure qu'on avance, et ben, on va pouvoir commencer à replanifier des choses. C'est sûr que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur le chat ou quelqu'un qui voudrait poser une question? Ben, moi, de mon côté, je dirais que ça ouvre une bonne porte sur la résilience. Oui. Alors, on va passer sur la résilience et puis on va terminer sur la résilience opérationnelle. Donc, concrètement, on sait que les organismes, comme tous ceux qui sont autour de la table aujourd'hui, vont avoir besoin de rebondir après la crise. Donc, c'est ce qu'on appelle la résilience organisationnelle. C'est vraiment la capacité de votre organisation à faire face à l'épreuve du Covid et puis à la surmonter, y compris lors de la reprise d'activité. Très rapidement, je voulais juste vous parler de la résilience organisationnelle. Elle est composée de 3 dimensions. Les 2 premières dimensions, c'est celles que vous avez déjà vécues. La première, c'est la capacité d'absorption. Donc, c'est la capacité que vous avez eue à ne pas vous effondrer quand il y a eu un changement brutal. La deuxième, c'est la capacité de renouvellement. Donc là, c'est le moment en fait où chaque organisme a fait preuve d'inventivité pour poursuivre son activité, comme le fait de développer de nouvelles activités ou le fait de repenser les activités existantes en expérimentant de nouvelles façons de faire, comme vous l'avez fait beaucoup avec Zoom ou en offrant des cours à distance, des choses comme ça. Et puis la troisième dimension de la résilience organisationnelle, c'est la capacité d'appropriation. Et ça, c'est vraiment ce qui va permettre de devenir un organisme plus fort du fait de l'expérience que vous avez vécue et d'en sortir un peu grandi et d'en tirer un apprentissage. Donc concrètement, le fait de prendre conscience de la crise et puis de ses impacts, c'est vraiment essentiel pour remettre en perspective les pratiques et les routines.
c'est à partir de là que vous allez pouvoir faire un apprentissage post-Covid. Et puis, c'est ce qui va vous permettre de préparer un peu l'avenir et puis de prendre conscience des gains que vous avez faits pendant cette période, parce qu'il y a sûrement des choses qui ont été faites et que vous allez conserver. Donc, ça nécessite forcément un temps de réflexion et puis aussi une prise de distance que vous n'avez pas forcément eu le temps de vous accorder dans l'urgence que vous avez eu à décider, à prendre les décisions de manière rapide et puis l'urgence à agir. Donc, pensez par exemple à vous poser des questions comme est-ce qu'on a réagi suffisamment rapidement par rapport à nos clients ou à nos salariés? Est-ce qu'on aurait pu prendre d'autres décisions? Est-ce qu'on referait la même chose? Est-ce qu'on a communiqué correctement? Est-ce qu'on a communiqué suffisamment tôt? Et voilà, faites-vous une liste de questions comme ça et puis vous allez voir que vous allez pouvoir tirer des choses bonnes et puis des choses moins bonnes et tout ça, ça va créer votre historique en fait sur l'épreuve. Et puis, je voulais aussi vous parler de la question de l'efficience du redémarrage qui est liée à cela. Donc, pour ça, il va falloir passer par 3 questions majeures. Les 3 questions, c'est celle-ci. C'est que doit-on conserver de la période de confinement, que ce soit en termes de management, que ce soit en termes de travail ou que ce soit en termes d'organisation? Qu'est-ce qu'on peut faire évoluer et adapter à notre nouvelle ambition collective? Et qu'est-ce qu'on doit faire revenir à l'état initial? Donc, c'est vraiment 3 questions sur lesquelles vous pouvez d'ores et déjà commencer à réfléchir. Pour répondre à ces 3 questions, moi, je vous conseille fortement d'utiliser l'outil de réflexion SWOT que vous connaissez sûrement, donc les forces, les faiblesses, les opportunités, les menaces. Et puis, en quelques heures, vous allez voir que vous allez pouvoir ressortir un document qui va un peu résumer la situation. Et puis, ça va vous permettre de faire un démarrage vraiment de manière efficace. Donc, je voulais juste insister sur le fait que ce travail, il est important. N'oubliez pas que la mise en confinement, ça nous a demandé un changement rapide, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et puis, la reprise, ça va aussi nous demander un changement rapide. Donc, le fait de faire ce travail, ça va vous permettre de gérer un petit peu cette transition, de faire des projections et puis d'être efficient pour le redémarrage. Donc, vous verrez qu'il y a des décisions qui ont été prises a posteriori qui sont soit bonnes, soit mauvaises. Mais dans tous les cas, vous allez en tirer les leçons, vous allez pouvoir décortiquer tout ça. Donc, c'est un travail qui n'est pas facile à faire, qui prend un peu de temps. Mais si vous êtes manager ou décisionnaire, vraiment, je vous conseille de faire ce travail. Et puis, si vous n'êtes pas décisionnaire ou manager, je vous conseille vraiment de proposer ce travail à vos managers. Ça peut se faire aussi au niveau d'une équipe, ça peut se faire au niveau de l'organisme en général. Il y a plusieurs niveaux pour le faire. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important à faire que je recommande. Et puis, pour terminer, je voulais juste vous dire que ce travail de résilience organisationnelle, non seulement il doit être mené par les organismes, au sein des équipes des organismes, le RIF aussi va faire ce travail. Et puis, c'est un travail que vous devrez également faire, qu'on devra faire au niveau des CLIF. Donc, on a vu de nombreuses initiatives qui ont vu le jour pendant la période de confinement. Donc, il y a eu vraiment des super élans de solidarité. J'ai vu des choses comme des fonds de solidarité qui se sont montés. Il y a eu de la fabrication de masques, il y a eu de la livraison de courses, il y a eu des appels aux personnes isolées, vulnérables. Donc, vraiment, bravo. On a vu un vrai élan de solidarité. On a vu aussi que chaque organisme a appris à mieux travailler à distance. Donc, que ce soit des cours en ligne, des activités à distance, comme des jeux pour ados, des cours de yoga. Beaucoup de choses se sont faites. Il y a eu des webinaires d'information. Donc, vraiment, bravo pour tout ça. Et puis, on a vu aussi apparaître de nombreux défis. Et puis, ça, on s'en est pas mal rendu compte quand on a fait nos réunions avec les CLIF. Des défis notamment pour joindre la clientèle, la nouvelle clientèle. Des défis pour la recevoir, pour l'aider. Des difficultés pour aider les personnes vulnérables qui ont besoin d'une aide immédiate, par exemple les femmes victimes de violences. Donc, ce sont des défis qui sont d'autant plus difficiles à surmonter quand on n'a pas de visibilité, comme tu disais Jean-Pierre tout à l'heure, en termes de délai sur les réouvertures ou sur les reprises d'activité. Et puis, on a vu aussi qu'il y avait vraiment une importance à partager l'information et puis à se référencer pour que les activités puissent se poursuivre. Donc, déjà, vous voyez, on a des pistes de réflexion
qui sont déjà posées. On sait aussi que, par exemple, il va falloir élaborer des plans de reprise pour les CLIF. Et puis, il va falloir prendre conscience de certains points à améliorer. Donc, par exemple, le fait de revoir le format des activités collectives à long terme, surtout celles qui demandent la collaboration de plusieurs partenaires. Prendre l'initiative et s'engager pour l'intérêt du groupe et des clients. Partager en continu les bonnes pratiques, qu'elles soient à London, à Windsor, à Niagara, à Hamilton, à Toronto, à Durham. Partager tout ça. Peut-être faire plus d'actions collectives et puis surtout ne pas abandonner les projets parce qu'on a vu que beaucoup de projets ont été reportés. Donc voilà, c'est un travail individuel à faire au niveau des organismes et puis c'est un travail collectif à faire avec le RIF au sein des CLIF. Juste pour terminer, sachez qu'on va vous proposer dans les prochains jours de participer à une collecte des pratiques innovantes. On vous en dira un petit peu plus dans les jours à venir. Ça fait partie d'un projet que l'on a au sein du RIF. Voilà, on arrive un petit peu à la fin de ce webinaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère que ça a été assez clair. Émilie, pour aborder dans ton sens, Blandine a posé la question, pourquoi devrait-on faire un changement rapide pour la reprise? Et elle a ajouté, on devrait plutôt prendre le temps de répondre aux questions posées dans la présentation, aussi être à l'écoute des collaborateurs, car tout le monde n'évolue pas à la même vitesse pour aller, disons, dans ton sens. Oui, c'est juste que, en fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est que on sait que la reprise, ça va être aussi brutal que le fait de se confiner. C'était ce point-là, en fait, que je voulais dire tout à l'heure. C'était plus sur ça. Mais oui, il faut prendre le temps, effectivement, de se poser les questions, les 3 questions qui sont un peu plus haut. Voilà, celle-ci. Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur le chat ou sur Facebook? Non. Non, plus de questions sur le chat. J'ai un commentaire, Émilie. Oui. Déjà, merci beaucoup pour la présentation. Je trouve que c'est un outil remarquable. Tous les points que tu as soulevés dès le début, la matrice à 4 cadrans et tout ça, ce sont vraiment des bons outils. Maintenant, c'est à nous de nous les approprier pour pouvoir aller prendre presque chaque question de ta présentation et y réfléchir et puis trouver des réponses. Si on est capable de faire ça dans chaque organisme, je trouve que ça peut prendre une journée, 2 journées, etc. Mais si on est capable de faire cela avant de démarrer les choses, je pense qu'on va en tirer des résultats très positifs parce que ça va éviter de vouloir essayer de rattraper le temps perdu, essayer de refaire tous les projets et se précipiter. Et puis, donc là, on sera beaucoup moins efficace. Donc, merci beaucoup pour cet outil parce que moi, je vois ça maintenant comme un outil pour nous aider à nous préparer pour reprendre un travail, enfin, à nous préparer pour nos services. Merci Blandine, parce que c'était vraiment le but aujourd'hui, c'était de vous donner vraiment des outils efficaces. Alors, prenez effectivement ce que vous souhaitez dedans et puis n'hésitez pas à partager ces outils. Peut-être que vous n'en voyez pas l'utilité ou vous n'avez pas l'utilité de certains outils, mais n'hésitez pas à partager ça à vos gestionnaires ou à le faire au sein de votre équipe ou à partager à des personnes que vous connaissez. Ça peut toujours, chacun prend ce dont il a besoin là-dedans. Et puis, pour le moment, il y a des choses qu'on a le temps de faire et qu'on a le temps entre guillemets, mais qu'on peut faire dès maintenant. Donc, autant se préparer. S'il n'y a pas d'autres questions, je voulais juste… Oui. Oui, j'ai une question ici sur le chat du participant. Elle dit qu'elle a manqué la partie sur l'outil SWOT. Donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus, peut-être? Oui, alors l'outil SWOT, je vais juste essayer de revenir. Ok. L'outil SWOT, il est souvent utilisé un peu partout. Enfin, moi, je l'utilisais beaucoup en marketing. Il s'agit vraiment de
faire des catégories, donc les forces, les faiblesses, les opportunités, les menaces. Donc, par exemple, si je prends qu'est-ce qu'on doit conserver en période de confinement, bah, qu'est-ce qui a été une force, qu'est-ce qui a été une faiblesse, qu'est-ce que au niveau de l'environnement, qu'est-ce qui a été une opportunité, une menace. Donc, c'est vraiment, je pourrais partager aussi au moment où je vais partager le PowerPoint, je pourrais partager un modèle de l'outil. Il est assez simple d'utilisation et ça donne vraiment des pistes. Donc, je vais partager en même temps que le PowerPoint, ça pourra aider. S'il n'y a pas d'autres questions, je voudrais juste vous rappeler que donc on a le prochain webinaire le vendredi 15 prochain sur le stress post-Covid de vos clients, le comprendre et intervenir. N'hésitez pas à vous inscrire si vous n'êtes pas encore inscrit. Ça sera Nguessan du Centre de santé communautaire Hamilton Niagara qui va faire ce webinaire. Et puis, on va vous partager un petit sondage. Si tu veux prendre le relais, Nabila.